a voté le chef de l'État. Beaucoup. Mais malheureusement, le gouvernement de l'État de siège n'a jamais donné de satisfaction à cette population. Ici, j'ai dit au chef de l'État, la meilleure solution maintenant, c'est de déployer les forces armées sur toute l'étendue de la province, surtout là où ça tire, à Ndjougou d'abord. Les grands centres commerciaux, là où les miliciens contrôlent, il fallait déployer les FARDC là-bas pour libérer cette population, parce que 4 ans, la population est sous ordre de miliciens. Imaginez-vous d'abord, il y a combien de violations des droits de l'homme? Même moi, là, j'avais sali ça. Mais malheureusement, le résultat attendu n'est pas encore arrivé. Jusqu'à aujourd'hui, là. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que la population déteste plus que la sécurité. On peut promouvoir le développement, mais sa sécurité, ça ne va rien donner. Aujourd'hui, là, vous pouvez même construire une route. Par exemple, est-ce que, alors, s'il y a par exemple les sécurités, qui peut marcher dans cette route? C'est-à-dire, la première des choses d'abord chez nous, c'était la sécurité. Qu'on nous donne la paix et la sécurité, comme le dit la Constitution, dans son article 52. C'est ça ce qui marque, je vous dis, en Ituri, il y a des gouvernements. Priorité des priorités. Oui, en Ituri, il y a des gouvernements. Les miliciens aussi ont leur administration parallèle. Mais ça fonctionne en présence de ces généraux. Il faut payer la population la taxe. Ils ont leurs taxes également pour reposer à la population. Là où nous avons des généraux, des dans des entités. Mais oui, dans un centre commercial. Andissa, c'est proche, ce qu'on a tassifié dans la province de l'Ituri sur l'état de siège, c'est l'aspect médiatique. Donc n'importe quelle petite œuvre, il fallait médiatiser ça et puis faire beaucoup des éloges pour justement séduire Kinshasa. Ce n'est pas mais la sur place, réalité. c'est la réalité et autre. C'est ça. Je vous dis qu'en Ituri, il y a beaucoup de groupes armés. Du 19 novembre 2025, au cours de laquelle nous allons nous entretenir avec un jeune leader, un patriote, un jeune très engagé. Il est aussi président de la société civile de l'Ituri. La question de l'Ituri et de la jeunesse sera au menu de cette tranche d'animation. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous allons nous entretenir avec mon confrère Séverin, à qui je souhaite déjà un très bon retour et voilà, un très grand temps d'absence, tu nous as manqué. Oui, merci beaucoup. Dieu a fait grâce, je suis là et nous allons toujours donner le meilleur de nous. Et au bon côté de l'histoire. Voilà, on vous connaît, on connaît ce que vous êtes. Rien à dire, n'est-ce pas? Effectivement, oui. Voilà, sur ce plateau, nous allons recevoir, pour ne pas me répéter, un jeune, un patriote, l'un des sans-voix. Il vient parler au nom de l'Ituri, au nom de la jeunesse de l'Ituri. La jeunesse de l'Ituri est confrontée à plusieurs problèmes. Les défis sont majeurs. Et ce, aujourd'hui, à travers cette émission, nous allons le découvrir. Il s'agit bien de M. Bruno, à qui je dis déjà bonjour, M. Bruno. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour. Comment vous allez? Je me porte très bien. Comment va Ituri? L'Ituri, ça ne va pas. Ça ne va pas? Ça ne va pas. Ok. Et Kinshasa? Bon, je pense que Kinshasa, ce que nous avons comme une différence avec Bunia, c'est la sécurité. À Kinshasa, il y a la sécurité. Oui, c'est ce que j'ai constaté parce que ici, les gens marchent à n'importe quand, même 23h, 0h, vous pouvez déambuler, rien ne peut vous arriver. Mais contrairement à chez nous, à 20h, déjà à 21h, toutes les activités sont fermées. C'est ça le grand problème. Monsieur Séverin, est-ce que c'est vrai? C'est que... Mais par rapport à ce que nous recevons en termes de messages, nous voyons en termes des images, Ituri est l'une des provinces pacifiées dans l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, messieurs les journalistes, moi-même, je me pose cette question. Vous savez, à un moment donné, en Ituri, nous sommes sous l'état de siège. C'est vrai, depuis 2021. L'état de siège, c'était un gouvernement spécial avec une mission bien définie par l'ordonnance du président de la République, la restauration de l'autorité de l'État. Ce qui n'a jamais été effectif chez nous d'abord à la province de l'Ituri. Parce que je vous rappelle, depuis 2021, ça fait 4 ans aujourd'hui. Et si on avait déjà restauré l'autorité de l'État, on n'allait pas avoir l'état de siège. Ça, c'est les premiers constants qu'il fallait soulever ici à Kinshasa. C'est comme si les rapports de l'Ituri n'arrivent pas excellemment ici à Kinshasa. Oh. Évidemment, parce que c'est ce que j'ai constaté. Je suis passé dans plusieurs chaînes ici. C'est sur le même langage qu'on a en train de nous dire non, l'Ituri est pacifié. L'Ituri n'a jamais été pacifié. Même la ville de Bunia n'a jamais été pacifiée. Bon, ouais. Donc il y a un problème sérieux. L'état de siège a échoué jusque-là. Il y a
Il n'y a pas un discours qu'on peut dire ici à Kinshasa, dire que non, le gouverneur militaire est coté parmi les meilleurs. Il est coté parmi les meilleurs sur base de quoi? Parce qu'il n'a jamais neutralisé le groupe armé. C'est d'ailleurs l'épineuse question que l'opinion congolaise C'est pourquoi je dans voudrais... son entièreté soulève pour connaître réellement si dans l'Est de la République démocratique du Congo, les lieutenants généraux Luboya est l'un du gouverneur le mieux coté. Je pense que ce qu'on a étassifié dans la province de l'Ituri sur l'état de siège, c'est l'aspect médiatique. Donc n'importe quelle petite œuvre, il fallait médiatiser ça et puis faire beaucoup des éloges pour justement séduire Kinshasa. Ce n'est pas mais sur la place, réalité. c'est la réalité et autre. C'est ça. Je vous dis qu'en Ituri, il y a beaucoup de groupes armés, mais qui n'ont jamais été neutralisés. Aujourd'hui, là, je mets quiconque a défi du gouvernement provincial militaire. Il n'a qu'à me dire ils ont neutralisé quel groupe armé depuis 2021. Oh là là. Aujourd'hui, aucun groupe armé Oh là là. neutralisé. D'ailleurs, je vous dis qu'en Ituri, messieurs les journalistes, il y a deux gouvernements. L'autre de l'état de siège et l'autre des miliciens. Les miliciens aussi ont leur gouvernement et de l'autre côté, l'état de siège aussi a son gouvernement. Oh là là. Mais je vous dis, Monsieur Bruno, vous pourrez d'abord vous présenter auprès du public qui est en train de nous suivre. Oui. Vous parlez en qualité de qui? moi Voilà. je parle à qualité de coordonnateur parce que je suis coordonnateur de la dynamique des acteurs sociopolitiques de l'Ituri. Mhm. Oui, je ne suis pas de la société civile comme vous l'avez dit au départ, Voilà, mais je sauf- suis coordonnateur de la dynamique des acteurs sociopolitiques de l'Ituri. Ok. Alors je vous dis que... C'est Monsieur Bruno Alika Akilisende. Akilisende. Voilà. Oui, Donc, je voudrais Monsieur juste- Bruno, oui. oui. La question, c'est nous qui la posons. Uh-huh. Comment vous récusez le prouesse réalisé par le gouvernement provincial, le gouvernement militaire notamment, le général Luboya, qui abat un travail aussi des titans? Nous, on est journalistes, nous faisons passer les éléments venus de l'Ituri, n'est-ce pas? De l'Ituri. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas un opposant politique. Non, vous n'êtes Mais pas un opposant. Oui, mais je suis un patriote. C'est-à-dire, je fais une politique républicaine. Là, il faut s'allier, j'ai sali. Et là, il fallait critiquer, on critique. Et il faut faire des propositions. Et je vous dis ici à Ituri, messieurs les journalistes, j'aime quiconque a défi, je l'ai dit. On n'a qu'à me contredire. Il y a aucun groupe armé qu'on a neutralisé dans la province de l'Ituri depuis 2021. Oh la là preuve là. en est que l'état de siège continue à être maintenu en Ituri. Parce que c'est un gouvernement spécial qui n'allait même pas dire. Pourquoi on a laissé que cela dire jusqu'à aujourd'hui 4 ans? C'est Mais que parce font qu'il y a un vos échec. et que font les députés de l'Ituri, voilà, de la province de Je l'Ituri? crois que les députés font leur travail également ici. Malheureusement, sous l'état de siège, l'Assemblée provinciale ne fonctionne pas. C'est seulement les députés nationaux qui sont ici à Kinshasa. Mais là-bas, il n'y a aucune autre institution qui peut fonctionner sous l'administration militaire. Là, c'est seulement le gouverneur et ses collaborateurs. Il n'y a même pas un ministre provincial, ou moins encore un gouvernement provincial qui est constitué des ministres. Et aussi l'Assemblée provinciale suspendue parce que c'est l'administration militaire. Donc, il fonctionne là-bas à mettre. Il n'y a aucun contrôle. C'est ça. Il n'a aucun contrôle Aucun parlementaire. contrôle. Personne ne peut contrôler l'état de siège. Qui peut contrôler? Ok. Quelle relation y a-t-il entre le gouvernement provincial, qui est le gouvernement militaire, et la population de l'Ituri dans son ensemble? Je La crois relation. que la population elle-même avait salué l'arrivée de l'état de siège. Même moi, là, j'avais salué ça. Mais malheureusement, les résultats attendus n'est pas encore arrivé. Jusqu'à aujourd'hui, là. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que la population déteste plus que la sécurité. On peut promouvoir le développement, mais sa sécurité, ça ne va rien donner. Aujourd'hui, là, vous pouvez même construire une route. Par exemple, est-ce que, alors, s'il y a par exemple les sécurités, qui peut marcher dans cette route? C'est-à-dire, la première des choses d'abord chez nous, c'était la sécurité. Qu'on nous donne la paix et la sécurité, comme le dit la Constitution dans son article 52. C'est ça ce qui marque, je vous dis, en Ituri, il y a La priorité des des gouvernements. priorités. Oui, en Ituri, il y a des gouvernements. Les miliciens aussi ont leur administration parallèle. Mais Comment ça ça? fonctionne en Et comment ça présence de ces fonctionne? généraux. Il faut payer la population la taxe. Ils ont leurs taxes également pour reposer à la population. Là où nous avons des généraux, des Dans grands des espoirs. entités? Mais oui, dans un centre commercial. Dans un centre commercial, Mais oui. sous Je l'administration vous donne l'exemple l'État. des centres qu'on appelle Andissa. C'est proche de Mongwalo. Là, c'est territoire de Djougou. Ici, d'ailleurs, si le gouverneur va voir cette émission, il n'a qu'à aller là-bas. Mais il connaît aussi. Malheureusement, il y a la mauvaise Il y a volonté. les services de sécurité. La qui sont- volonté, en tout cas, le problème de l'Ituri, vous savez, c'est une erreur de laisser la politique, l'administration, la finance d'une province dans la main des militaires. C'est très grave. Et il n'a jamais été contrôlé.
beaucoup d'officiers en Ituri sont devenus des jouisseurs parce que, en tout cas, l'argent, là, si un militaire commence à attraper l'argent à tout moment, il va perdre, il va même oublier sa mission. Et c'est ce qui se passe en Ituri. Je vous dis qu'il y a des miliciens qu'il faut payer des taxes à la population en présence de ces généraux militaires qui sont en Ituri. Je vous donne l'exemple du centre de Andissa. Maintenant, là, par exemple, la Codeco. La Codeco a instauré une taxe chaque jour, 5 000 francs chaque population. C'est un grand centre commercial qui héberge. Et la population ne bouge. Donc, mais la population n'a pas de. À la Codeco, oui, 5 000 francs le 5 000 matin. francs chaque population. Et à l'État congolais encore. Et on va payer aussi à l'État congolais. Et comment ça? Et ces gens-là de la Codeco ne sont pas identifiés? Non, non, c'est une milice, non? Ils dirigent un centre commercial. Je vous dis qu'il y a des gouvernements. Les miliciens sur leur gouvernement. D'ailleurs, c'est comme un État dans un État. Il suffit seulement qu'on leur donne la reconnaissance internationale. Là, on va directement déclarer qu'il y a des États en Ituri. Donc, les Codeco de l'autre côté, les miliciens, il faut payer les populations leurs taxes. Ils ont le pouvoir sur cette population. Ils contrôlent un territoire. Et aussi, ils ont la population là-bas. C'est-à-dire que c'est presque un État dans un État. Nous avons alerté ça plusieurs fois au gouvernement de l'État de siège en Ituri. Donc, je crois que même ici à Kinshasa, j'ai lancé ça. J'ai parlé même à la radio France Internationale sur cette question des taxes des miliciens. Mais il n'y a jamais eu de réaction. Mais ici à Kinshasa, on nous dit que non, on a déjà pacifié l'Ituri. C'est le contraire. Il y a déjà qui trompent les présidents de la République ici. Comme vous êtes chez nous, vous pouvez regarder la caméra, lancer un message en termes de solutions idoines pour que cette situation puisse arrêter de continuer dans cette partie du pays. Je pense que le message clé que j'aimerais donner ici au chef de l'État, parce que c'est lui qui a déclaré l'état de siège. Personne ne contrôle l'état de siège à part le président. En tout cas, Excellence, Monsieur le Président de la République. Tous les rapports qui proviennent en Ituri, en tout cas, beaucoup ne sont pas authentiques. Ce sont des faux rapports. Alors, avant de considérer ces rapports, il fallait toujours faire la contre-vérification. Parce que je vous dis qu'en Ituri, la population continue à souffrir. La population meurt tous les jours. Imaginez-vous d'abord, la population paie la taxe d'abord de l'État, et de l'autre côté, il faut payer aussi des miliciers. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes des Congolais. La population, à un moment donné, se demande qu'est-ce qu'ils ont fait contre les chefs de l'État pour mériter les sorts. Or, tout le monde connaît que non, l'État de siège, avec sa mission, devrait venir nous donner la paix. Mais maintenant, ça devient paradoxe. C'est le contraire. Donc, les rapports qui proviennent de l'Ituri là-bas pour arriver à Kinshasa, quand je suis venu ici, moi, j'ai été vraiment étonné. J'ai eu vraiment la chair de poule à écouter ce que les gens racontent ici à Kinshasa. Non, il y a déjà la paix à Bunia. Non, à Bunia, il n'y a pas de paix. Moins encore à Djougou. Ok, alors si aujourd'hui vous êtes élu comme étant député provenant de l'Ituri, comment vous allez mener des démarches? Quelles seront vos solutions pour que tout ce que nous sommes en train de vivre, attendre, soit, n'est-ce pas, les réalités à travers les actions purement concrètes? Je pense qu'il y a des propositions que nous avons faites, même comme aujourd'hui, là, je ne suis pas député, mais nous avons fait des propositions en Ituri au gouvernement parce que nous maîtrisons le terrain, la province. Nous maîtrisons aussi les enjeux sécuritaires et les enjeux politiques. On a fait des propositions. D'abord en Djougou, par exemple, parce que c'est le seul territoire qui est considéré comme épicentre de violence. Ce sont des groupes armés locaux, ce sont des Congolais toujours, mais qui ont pris les armes contre la République. Maintenant, pour terminer cette guerre, il fallait d'abord déployer les militaires partout. Parce que je vous dis que ce qui persiste de la sécurité aujourd'hui, ces miliciens contrôlent des centres commerciaux. Et de l'autre côté, le gouvernement nous justifie, non, on n'a pas d'effectifs militaires. Mais comment comprendre cette contradiction? C'est ce qui met maintenant à mal la situation en Ituri. La population est en train de souffrir. Donc vous comprenez que c'est comme si l'État congolais a laissé aux miliciens ces droits-là de percevoir la taxe pour se ravitailler. Parce que si un milicier fait payer la taxe, c'est pourquoi acheter les armes. Et ces armes, c'est pour tuer les populations, y compris aussi les militaires. Parce que les militaires ne sont pas épargnés. Et aussi meurent souvent dans les lignes de front. Alors, selon vous, que faire pour mettre fin à la guerre dans la province? Maintenant, là, en Ituri, pour mettre fin à l'insécurité, parce qu'il y a eu plusieurs fois des dialogues que le gouvernement a organisés avec ces groupes armés. Plusieurs signatures, actes d'engagement qu'ils ont signés, de cessation des hostilités. Presque, si je compte, si c'est paix, ça peut être 8 actes d'engagement. Qu'est-ce que ces miliciens font? Ils arrivent comme ça devant la table, ils signent des papiers, et ils rentrent là-bas, ils violent ça, commencent à tuer les gens. Et aucune réaction du gouvernement.
Deuxième fois encore, on les appelle, là, venez signer les actes d'engagement. Ils arrivent. Donc, eux-mêmes ont déjà compris que l'état de siège, c'est un gouvernement qui ne va rien faire. C'est pourquoi ils sont en train de rouler l'état de siège dans la farine. Et ils n'ont jamais été à mesure de se retrouver que non, ces gens-là sont en train de nous rouler. Et ce qui est très grave, parce qu'il y a certains officiers, et même sont complices, dans ce qui se passe dans la province, ils vendent les armes à ces miliciens. Je ne sais pas c'est quoi l'étation. Vous vendez les armes aux miliciens qui sont là pour tuer les populations congolaises. Et aussi, les militaires ne sont pas épargnés. C'est ça maintenant, le méli-mélo, c'est-à-dire l'état de siège, le fait qu'il n'y a pas une assemblée provinciale pour contrôler, c'est devenu maintenant une récréation, tout le monde agit de sa manière. C'est ça le grand problème. Cette population a voté le président de la République en 2023. Donc presque dans son entièreté, les chefs de l'État étaient à l'Ituri. Vous regardez seulement les listes électorales qu'on a publiées, vous allez comprendre que l'Ituri a voté les chefs de l'État. Beaucoup. Mais malheureusement, le gouvernement de l'État de siège n'a jamais donné de satisfaction à cette population. Ici, j'ai dit au chef de l'État, la meilleure solution maintenant, c'est de déployer les forces armées sur toute l'étendue de la province, surtout là où ça tire, à Ndjougou d'abord. Les grands centres commerciaux, là où les miliciens contrôlent, il fallait déployer les FARDC là-bas pour libérer cette population, parce que 4 ans, la population est sous ordre de miliciens. Imaginez-vous d'abord, il y a combien de violations des droits de l'homme? Voilà. Parlons, Monsieur Bruno, vous qui êtes de la coordination, de la dynamique des sociétés, des acteurs politiques. Voilà, des acteurs politiques. La place de la jeunesse de l'Ituri dans tout ce qui a comme insécurité, dans tout ce qui a comme développement. Quelle est la place de la jeunesse de l'Ituri? Vous, en tant que jeune, on vous voit, vous êtes trop jeune. Quel est votre apport dans tout ce qui se passe? Je pense que au sein de votre groupe? C'est d'abord de sensibiliser les jeunes. Nous avons entamé à un moment donné cette campagne de sensibiliser les jeunes, surtout de quitter les groupes armés, parce que tous ceux-là qui sont dans les groupes, ce sont des jeunes comme nous, de 20 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans. Ce sont des jeunes alors qui sont manipulés par les politiciens. Alors, ce que nous on a fait, c'est justement les décourager de se débarrasser de ces politiciens, parce que ça ne sert à rien de déstabiliser le pays pendant que ça nous appartient. Ça, c'est parmi les démarches que nous avons menées, mais à un moment donné, ça demande l'apport de l'État. On a des limites. Un appui donc. Ah oui, un appui. À un moment donné, si par exemple quelqu'un qui n'arrive pas à respecter l'acte d'engagement que lui-même a signé, il fallait le frapper, c'est ça. Parce que jamais on peut les laisser en train de tuer les populations parce qu'ils sont seulement des Congolais. Non, et aussi sont en train de tuer les Congolais. Et s'ils n'arrivent pas à respecter, j'avais dit qu'il fallait marier l'approche militaire et non militaire. Celui qui refuse de déposer les armes, on les frappe jusqu'à ce qu'il va déposer. Mais ceux qui n'ont jamais été à Ituri, il n'y a jamais eu des opérations militaires. Certains officiers qui sont déployés là-bas, ils sont là pour séduire les miliciens. Je ne sais même pas c'est quoi l'étation. On doit comprendre. Donc, il y a des gens qui sont les collaborateurs du chef de l'État qui ne sont pas là pour aider le président. Ce qui est très grave, nous là, les leaders d'opinion qui disent la vérité, et nous sommes en danger, c'est ça, à cause de ça. Alors que c'est ça la réalité. Et nous aussi, on ne peut pas avoir peur parce que c'est notre pays. Donc vous continuez à dénoncer? Oui, nous allons dénoncer parce que si on ne dénonce pas, ça sera encore catastrophique. Et le chef de l'État, personne ne va l'aider. Parce que lorsqu'il y a donc il y a quand même ces contrepoids, ça va permettre au gouvernement central de comprendre ce qui se passe réellement dans la province de l'Ituri. Toutes les images que les gens voient de l'Ituri pour ici à Kinshasa disant que non, on a pacifié, ce sont des fausses, ce sont des mensonges. Mais il y a des routes qui sont construites, il y a l'OVD, asphaltées, il y a des ponts qui sont jetés, voilà, aujourd'hui c'est sa plus belle robe d'attente. Est-ce que c'est une réalité? Mais c'est le journaliste, c'est ce que je vais vous dire sur ce qui concerne le développement dans la ville de Bunia, d'abord chef-lieu de la province. Les projets là d'asphaltage de voiries urbaines de Bunia a été conçu à l'époque du gouvernement civil, mais qui est financé par le gouvernement central ici. Ce n'est pas l'État du siège. Je mets quiconque a défini. Le gouverneur en effet qui exécutait oui, mais le projet a été conçu même à son absence. Mais on ne peut pas justifier par exemple l'argent de la province au nom de ces projets pendant que c'est financé par le gouvernement central. Asphaltage de voiries urbaines de Bunia, c'est le gouvernement central. La construction de l'université moderne de Bunia là-bas, c'est le gouvernement central. Nous avons même l'aéroport international maintenant là, de Mourongo de Bunia. Gouvernement central. Alors dites-moi c'est quoi l'œuvre d'abord du gouvernement provincial. Or, nous payons la taxe, la population paie la taxe depuis 2021. À quoi sert cet argent? En termes de propositions, si aujourd'hui on exige presque à toute la jeunesse
de l'Ituri d'apprendre la formation militaire, quelle serait votre réaction? Moi, je pense que c'est parmi les messages que j'ai toujours lancés. Ok. Ils doivent s'adhérer massivement. Ils ont vraiment d'en parler. Oui, ils doivent massivement s'adhérer dans nos forces armées. Parce qu'aujourd'hui, là, vous savez, la partie est du pays confronte des difficultés, surtout sécuritaires. Vous savez, ça peut, par exemple, aujourd'hui, là, en 2012, c'était la même situation avec l'M23 et aujourd'hui encore, nous sommes revenus dans la même situation. Donc, ce que je vais demander à cette jeunesse de l'Ituri, en tout cas, il ne faut pas hésiter. Dès lors que l'armée va lancer son message de recrutement, il fallait aller massivement. Mais maintenant aussi, il y a des propositions, il y a des recommandations que je voudrais donner à l'État. Parce que là, nous partageons des frontières avec l'Ouganda. Oui. Il y a des boissons fortement alcoolisées qui proviennent de l'Ouganda, qui entrent chez nous au Congo, là-bas en Ituri. Et ces boissons détruisent sérieusement les jeunes. Mais nous, on se demande. Le phénomène est partout. Voilà. Alors aussi, par exemple, vous laissez ces genres de boissons entrer dans notre pays qui détruisent la jeunesse. On aura quel genre de militaire? Selon vous d'abord. Parce que quelqu'un de Veta qui prend ces boissons, vous allez voir son visage, ça ressemble à quelqu'un de Garaseka. Alors ça, on aura quel genre de militaire d'abord? La fois passée, on a dit ça à la ministre de la Jeunesse qui était à Bunia. Il fallait quand même plaider au gouvernement afin de bloquer cette histoire. Pourquoi l'Ouganda veut détruire la jeunesse de la RDC? Et ces boissons n'ont jamais été dirigées en Ouganda. Ils avaient ça au Congo. Et nous avons des services de sécurité là-bas au niveau de la frontière. Il suffit seulement qu'on leur donne l'argent. Ils sont corrompus et ils laissent l'accès à ces boissons. Profitant de cette occasion, quel message pouvez-vous envoyer au ministre de la Jeunesse? Ce que je vais demander au ministre de la Jeunesse, ça c'est parmi les priorités. Il fallait mener des lobbying en collaboration avec d'autres ministres afin de bloquer cette histoire. Que ces boissons n'arrivent pas dans notre pays parce que ça détruit la jeunesse. On n'a pas besoin d'avoir une jeunesse ivre. Voilà. Et de nous avons aussi le problème de monnaie. Okay. Vous savez, il y a une partie de l'Ituri, presque quelques. Mais ce n'est pas toujours les francs congolais. Non, il y a des gens qui utilisent les shillings de l'Ouganda. Oh. C'est ça le grand problème. Donc vous savez, chez nous là-bas, il y a beaucoup d'anarchie. Apparemment, l'Ituri a été oublié par Kinshasa, c'est ça. Oh là là. Mais oui, il y a des fois où si vous allez par exemple à Mahagi, Aru, une partie d'Endjougou, là on utilise la monnaie ougandaise. Oh là là. Mais oui, ça c'est quoi? C'est-à-dire, ça c'est parmi les indices de la balkanisation. Or, la monnaie ici, c'est le symbole même de la souveraineté. Mais comment on peut utiliser la monnaie de notre pays, dans notre territoire? C'est ça le grand problème. Ce sont des réalités que peut-être les gens ne savent pas ça. Mais je vous dis que ça existe en Ituri. Les banques commerciales, soit les succursales de la BCDC ne sont pas déployées ça et là dans ces territoires. C'est seulement à Bunia seulement. Où l'on résout la BCDC? Pas tellement. Dans d'autres territoires là, je ne crois pas. Mais seulement à Bunia. Et les fonctionnaires de l'État, qu'est-ce qu'ils font pour venir se ravitailler? Donc, ils quittent Djougou, ils quittent Mahagi pour venir se ravitailler au niveau de... Là, s'ils arrivent à Bunia, on arrive avec les francs ou besoin de dollars. Mais si vous allez à Mahagi, là, c'est maintenant les shillings ougandais. Donc les shillings ougandais. Voilà. Donc l'État... Si vous arrivez là-bas, d'ailleurs, à un moment donné, vous risquez même de passer une nuit blanche si vous avez les francs congolais. C'est ça le grave. Pendant que vous êtes dans votre territoire. Mais je vous dis, c'est la monnaie ougandaise qui est utilisée là-bas beaucoup. Donc il y a des gens qui ne connaissent même pas les francs. Alors qu'ils sont des Congolais. Nous sommes dans notre territoire. Ce sont des grands problèmes que le gouvernement central devait prendre ça en considération. Parce que la monnaie, sont des symboles de souveraineté. C'est ça. Monsieur Bruno Akilisende, à vous entendre parler, dans votre plaidoyer porte sur l'intervention, soit l'implication réelle du gouvernement dans le fonctionnement, soit dans l'implantation de l'autorité de l'État à travers la province de l'Ituri. Surtout ça, c'est que nous réclamons maintenant. Nous ne sommes pas contre un individu. Parce qu'il y a des gens qui croient que nous, on est contre l'état de siège. Non. Nous avons besoin seulement de la paix. C'est ça. Si vous nous ramenez seulement la sécurité, on ne peut rien. C'est ça la priorité. Ça sert à quoi aujourd'hui vous nous donnez par exemple la route pendant que nous fuyons tous les jours dans la forêt? Ça sert à quoi? Vous pouvez même donner ici des puits d'eau, vous construisez des puits d'eau. Qui va boire ça pendant que la population a des bandades à tout moment? Donc la priorité maintenant, le chef de l'État, il faut savoir que la priorité de l'Ituri, c'est la paix. C'est à cause de ça, parce que le chef de l'État, lorsqu'il est venu en Ituri, pendant la campagne, il nous a promis la paix. C'est pourquoi cette population avait confiance au chef de l'État. Jusqu'à maintenant, là, cette population aime toujours le président Félix Tshisekedi. Mais ses collaborateurs qui sont en Ituri sont dans la justice. Là, il faut être clair. Alors, ils doivent nous donner la paix, c'est ça. Et la paix en Ituri,
passera par le déploiement d'abord des forces armées, sur toute l'étendue là où les miliciens contrôlent. Il fallait déployer les FARDC, mais aussi les miliciens qui vont refuser de déposer les armes. Il faut les frapper, c'est ça. C'est ça ce qui reste à Ituri. Donc on n'a pas besoin d'autre chose que seulement la sécurité, c'est ça. La sécurité, la paix, la sécurité, Voilà. la paix, les développements qui passent d'abord par l'instauration de l'autorité de l'État. Et puis avec la monnaie qui est symbole de souveraineté. C'est ça qui m'a vraiment beaucoup touché, hein, voir les Congolais jusqu'à ces jours ne savent même pas que le franc congolais. Il y a des affaires qui ne connaissent pas. Si vous arrivez avec 500 francs, lui il ne connaît pas ce que signifie 500 francs. Et une monnaie étrangère prend l'influence, prend plutôt l'assaut. Donc l'Ouganda a l'influence économique. Évidemment. Là, on va. Sur l'Ituri maintenant, là, je vous dis. L'Ouganda a une influence économique à Mangi, à Aru, une partie de Ndjougou. Or, nous avons seulement 5 territoires. Mais regardez, ils récupèrent déjà 3 territoires. Vous voyez? C'est ça un danger. Donc, si le gouvernement ne tourne pas son regard, il va commencer à perdre. Aujourd'hui, là, c'est l'Ouganda qui gagne maintenant sur l'économie de la RDC. Ce n'est pas, en tout cas, cette histoire n'est pas bonne. C'est ça. Alors, moi, j'aimerais que vous puissiez aussi profiter de cette belle occasion pour parler de votre dynamique. Vous êtes le coordonnateur et c'est un peu de nous parler de votre dynamique. Avant que nous puissions chuter. Oui, je crois que j'avais quelques points ici. Je ne sais pas si je peux aborder cette question à la fin. Okay. Il y a une question aussi dans le territoire de Irum. Ça, c'est Ituri. À un moment donné, le territoire de Irum avait réceptionné un lot important de réfugiés rwandais. Qu'on les appelle communément là-bas les Banyabwisha. Mais ce sont des Hutus rwandais. Ils sont là-bas en Ituri. Mais en 2021, ces gens-là avaient fait une coalition avec les rebelles ADF pour massacrer les autochtones congolais. D'ailleurs, si je me rappelle bien, en 2021, il y avait au moins 150 de personnes massacrées par ces rebelles. Ça, c'est à Tchabi et aussi à Boga. Et là, nous avons les Banyabwisha là et nous avons aussi les Bakonjo. Ce sont les Ougandais. Les Bakonjo sont des Ougandais et les Banyabwisha proviennent du Rwanda. À un moment donné, ils ont fait cette coalition avec les rebelles ADF. Les ADF sont les rebelles les plus meurtriers de la République démocratique. Ce sont des étrangers, mais qui massacrent sérieusement. Mais ils ont fait la coalition avec ces gens-là pour massacrer les Congolais. Ils ont massacré sérieusement, mais à un moment donné, ceux-là qui avaient s'étaient coalisés avec ces rebelles, mais après quelques mois, ils ont fait défection. Ils ont signé défection de retrait à Tchabi, tout comme à Boga, mais en étant armés. Jusqu'à maintenant, là, ces réfugiés ont des armes dans leurs mains. Mais le gouvernement congolais regarde ça jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Il fallait les désarmer. Comment on peut accepter les réfugiés d'un autre pays venir être armés? Ils sont des civils, mais avec des armes dans votre pays. Ça se fait où là? Ça crée la panique dans les chefs de la population de cette partie de l'Ituri. La désolation à tout moment. C'est pourquoi je voudrais dire ici, devant l'opinion nationale, le gouvernement, vous devrez, les ministres de la Défense, il fallait d'abord descendre en Ituri pour décater la situation de ces réfugiés. Parce que ça, à tout cas, leur présence sème la désolation dans les chefs de notre population. Regardez d'abord les étrangers qui sont armés dans votre village. Comment vous allez vous comporter? Et ils sont là, ils parlent n'importe quoi, ils sont comme s'ils sont des petits rois. Non. Je crois que le gouvernement ne peut pas regarder ça pendant beaucoup de temps parce que c'est un bon retardement. Voilà, monsieur Bruno Akilisende, c'est sur ces mots que nous sommes obligés de clôturer cette émission. À moins qu'il puisse avoir quelque chose, chose à ajouter. Oui, je voudrais pour ajouter. On nous fait des assignes au niveau de la technique. Pour ajouter, je voudrais parler de cette situation. Vous savez, la province, c'est vrai que c'est sous l'état de siège. Mais parmi les stratégies que le gouverneur a prises en Ituri, ce sont de fausses stratégies. D'abord, la première des choses, il a récupéré quelques acteurs politiques venus d'une autre province. Nous sommes tous des Congolais, ce n'est pas la xénophobie. Mais il a pris certains acteurs politiques, les a mis dans leur département là-bas des mensonges. Ce sont ces gens-là qui intensifient beaucoup les mensonges pour avoir des mensonges. Mais oui, c'est les mensonges parce qu'ils sont là pour justement parler des mensonges ou rien dans les médias. C'est pourquoi vous regardez qu'aujourd'hui à Kinshasa, les gens font la confusion. Ils croient que non, tout va maintenant en Ituri. C'est à cause de ces gens-là. Donc, si vous arrivez maintenant à contredire ces acteurs politiques que le gouverneur a installés, vous allez maintenant comprendre, c'est à ce moment-là que l'état du siège va maintenant tourner les dos contre vous, soit disant que non, il faut vous créer des infractions, tout ça. Donc, on n'a pas besoin de la contradiction. Or, il
IDPS aujourd'hui, là, c'est vrai, l'état du siège sont des militaires. Les militaires ne sont pas politiques. Mais le régime appartient à IDPS. IDPS a prôné la démocratie. C'est-à-dire accepter l'opinion contraire. Mais ce n'est pas le cas d'Ituri. Donc ces acteurs politiques qui sont proches du gouverneur, s'ils arrivent même à insulter les gens en Ituri, ou soit faire des mensonges, raconter des mensonges, on n'a pas besoin de contradictions. Donc il fallait accepter ça comme ça. C'est-à-dire on a créé un gouvernement de terreur pour imposer les gens. Donc ici on vous dit, il fallait rester calme. Non, si on dit la population, comment les gens comme nous là, nous allons garder le silence. C'est ce qui se passe en Ituri. Alors je voudrais dire aussi au chef de l'État, la gouvernance militaire de l'Ituri a échoué. Alors il est question, si le gouverneur Louba n'est pas le seul général, il y a beaucoup de militaires ici, parce que les gens croient que non, nous réclamons le départ de l'état de siège, bon faisons alors qu'on change alors les animateurs. C'est ça parce que lui n'est pas le seul militaire au sein de notre force, de nos forces armées de la République démocratique du Congo. En tout cas, cette partie, je voudrais dire ici franchement, cette stratégie risque de créer la confusion à un moment donné en Ituri. Parce que jamais on peut raconter des mensonges et puis faire savoir à Kinshasa que non, c'est ça la réalité de l'Ituri. Non! C'est pourquoi vous regardez que les gens sont dans la confusion ici. On nous dit que non, il y a déjà la paix, tout ça, les images au col, non. À un moment donné, on prend même les images d'une autre ville pour dire que non, c'est l'Ituri. Ça, c'est trop grave. Voilà. Merci, monsieur bien. Bruno Akilisende. Je crois bien que c'est par ici que nous bouclons notre entretien avec vous. Vous avez parlé avec votre cœur. Oui. On a senti à vous un sentiment patriotique. Vous êtes en train de dénoncer l'inaction, soit la faiblesse des révélations cachées. Voilà. Donc, il y a des révélations cachées. Et ça, c'est un coup de gueule, c'est un coup de cœur que vous êtes en train de lancer. Cette alerte, je crois bien, vos propositions vont tomber sur des bonnes oreilles du président de la République qui est toujours prêt à écouter et qui écoute, qui est toujours proche de sa population. Le président de la République était à Bunia, vous l'avez vu, il était à Ituri, il a parlé avec la population, il a promis la paix, le retour de la paix, ce malgré c'est en dents de scie. J'ose croire, les autorités provinciales qui sont en train de nous écouter en cet instant vont changer les fusils d'épaule comme on le dit, ils vont changer de stratégie afin que la paix soit rétablie dans cette partie du territoire national. Vous avez aussi dénoncé l'importation de la monnaie ougandaise ainsi que des boissons fortement alcoolisées qui viennent détruire, qui ont pour objectif de détruire la jeunesse congolaise de l'Ituri qui devrait au contraire pactiser avec nos forces armées afin de bouter l'ennemi dehors. Merci pour votre passage sur nos antennes. Je crois que ça ne sera pas une dernière. À chaque fois que vous aurez besoin de nous, appelez-nous et nous allons vous mettre au contrôle. Nous allons vous permettre plutôt de passer à travers nos antennes. Voilà, je crois que... Oui, je remercie notre patriote. Donc c'est vraiment un réel plaisir. Et je crois que c'est une première, mais pas une dernière. Nous sommes toujours là. C'est la télévision, c'est les médias. La voix la plus bonne et la plus efficace pour passer un message, surtout des révélations. On ne savait pas qu'il y a des boissons fortement alcoolisées, une monnaie étrangère qui font la loi, n'est-ce pas, dans cette partie du pays. Mais grâce quand même à cet échange, un entretien fructueux, nous avons pu s'imprégner de cette situation. Nous sommes vraiment à l'écoute à chaque instant des différentes préoccupations et nous ferons de notre mieux pour faire parvenir ces messages à la plus haute hiérarchie. Voilà, moi-même, je remercie beaucoup votre invitation, surtout de rehausser à ma présence dans cette tribune. En tout cas, je suis très content. Ça ne sera pas pour la dernière fois, même si aujourd'hui c'est la première fois. Je crois que prochainement, nous avons beaucoup de nouvelles sur l'Ituri. Alors, espérons que dans les prochains jours, nous serons encore ici avec de grandes révélations. Ok, voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est par ici que nous terminons cette émission. Nous vous disons bonne suite de programme sur nos antennes et à la prochaine. Bye bye.
Suivez votre magazine d'actualité Focus Plus 243 pour ne rien rater sur la sécurité, la santé, la politique et que sais-je encore.